Bonsoir chers amis et bienvenue pour la troisième manifestation du mois de janvier. Nous avons repris notre cadence effrénée, notre cadence rapprochée, et ce soir nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir un universitaire parisien, Philippe Comte. Alors pour ceux qui suivent effectivement la programmation maïmonidienne, avéroïste et thomiste, vous avez pu en apprendre davantage sur Michel de Nostredame, sur Nostradamus au début du mois de janvier. Vous avez pu apprécier les universitaires de Paul Valéry qui vous ont présenté les actes du colloque Julisa qui vient d'être publié aux éditions du Cerf, tout comme l'ouvrage de Daniel Yancourt sur Nostradamus également aux éditions du Cerf. Pierre Kirchléger, Carole Yancourt et Michel Fourcade ont pu effectivement vous mettre en lumière l'action, le combat, l'itinéraire passionnant de Jules Isaac avec les souverains pontifs Jean XXIII et Paul VI pour passer de l'enseignement du métier à celui des styles, cette fraternité retrouvée entre frères et monothéistes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Alors ce soir, nous recevons toujours un universitaire, Philippe Comte, je vous le disais, qui est maître de conférence honoraire à l'université Paris Panthéon-Sorbonne, autour d'un sujet brûlant d'actualité, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce sera le prétexte pour notre spécialiste, pour notre universitaire, de faire quelque part un cours d'histoire sur finalement ces liens ténus effectivement entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons une perception assez biaisée à travers les médias, bien que les médias essaient de faire un travail intéressant sur mieux nous faire percevoir la géopolitique de ce triste conflit, mais avec un universitaire qui va dépassionner le débat par une analyse rigoureuse. Il va effectivement nous mettre en lumière l'histoire méconnue des liens entre la Russie et l'Ukraine. Vous allez voir qu'effectivement, c'est peut-être quelque part un seul et même peuple. Alors je vais vous présenter notre orateur, notre universitaire, pendant que Roger Torchman, vice-président de l'Institut Maïmonide, nous aide effectivement à nous connecter pour pouvoir vous proposer, grâce au vidéoprojecteur, une conférence effectivement illustrée. Et Philippe Comte donc est maître de conférence honoraire de langue et civilisation russe à l'université Paris Panthéon-Sorbonne. Il est docteur en études slaves de la Sorbonne et il nous fait effectivement l'honneur, l'amitié d'être des nôtres pour cette programmation maïmonidienne 2025-2026. On n'a jamais traité de ce sujet, donc nous sommes effectivement ravis de l'accueillir. Son nom le précède, il est spécialiste de toutes ces questions, et je voudrais, avant de lui effectivement tendre le micro, remercier également les camarades Santitonier, vous connaissez probablement à Montpellier, qui a permis que cette manifestation ait lieu. C'est grâce à elle que nous avons pu contacter l'universitaire, et je vais lui céder le micro, elle va nous dire quelques mots, puisque Philippe Comte a été son professeur. Non contente d'être artiste, d'avoir fait du théâtre, elle a aussi suivi des cours universitaires, et Philippe Comte a été son maître, son professeur à Paris. Tu peux te rapprocher. Assieds-toi. Bonsoir mesdames, messieurs. Oui, comme Michael a indiqué, et comme je l'avais indiqué précédemment, lorsqu'il y a eu les attentats de 2015 et qu'un diplôme universitaire a été ouvert autour de la connaissance de la cité, j'ai fait partie de la première promotion et Philippe Comte était l'un de nos enseignants, et avec mes consoeurs et confrères élèves, nous le trouvions extrêmement efficace, on appréciait beaucoup ses cours et nous le trouvions aussi sympathique. Et ce que j'ai fait remarquer tout à l'heure à Philippe Comte, c'est que effectivement, non content d'avoir été notre enseignant, eh bien notre enseignant précieux, il est devenu un de mes amis. Voilà, et je suis particulièrement heureuse de vous permettre d'écouter son enseignement d'excellence. Je remercie à ce titre, comme toujours, Michael Yankou qui me donne sa confiance, et puis l'Institut Maïmonide, bien évidemment. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci.
Merci Sandrine. Alors, Sandrine, nous lui devons beaucoup, puisque c'est aussi grâce à elle que nous avons eu l'opportunité d'accueillir spécialiste des études de la laïcité. Pour ceux qui suivent notre programmation, Henri Peña-Ruiz, c'était au mois d'octobre. Voilà, je cède tout de suite le micro à l'universitaire Philippe Comte pour traiter de Ukraine, Russie, dans la guerre, pour approfondir. Merci. Merci Monsieur Garnicou, merci à Sandrine Tournier pour l'accueil et l'organisation de cette conférence. Mais merci surtout à vous, mesdames et messieurs, d'être venus. Quand on fait une conférence, il faut toujours dire d'où on parle. Jean-Nico a dit quelques mots, mais ce qui est peut-être plus important, c'est que j'ai longuement vécu en Union soviétique, entre 1976 et 1982, et puis depuis, j'y suis retourné chaque année, à la fois pour voir mes amis et pour des colloques universitaires, à l'époque où les choses étaient ouvertes et faciles, et pour aussi poursuivre mes recherches. De formation, je suis un littéraire. J'ai été formé à la littérature russe, à la langue évidemment russe, à la littérature. Mais à partir de la fin de mes études, un peu plus tard même, j'ai bifurqué vers, dans le cadre d'une thèse, d'un doctorat, vers l'étude de sociologie et d'anthropologie sur les chefs d'entreprise en Russie entre 1985 et 1995. Ce qui m'a amené dans les années 90, au moment où le pays se transformait et s'ouvrait, à parcourir la Russie post-soviétique, au moment même où on entérinait le changement de régime et le changement de géographie aussi, des frontières, donc dans les années 90, à parcourir plusieurs petites villes de province russe, micro au point. Magnétophone, on disait magnétophone à l'époque, aussi dans la poche, et à organiser et à avoir des dizaines d'entretiens avec des entrepreneurs, créateurs d'entreprises, très jeunes, génération romantique, et des directeurs de combinats d'entreprises soviétiques bien en place, ici et là. Dans certains cas, j'étais le premier occidental à mettre les pieds dans certaines villes, qui étaient des villes fermées, et je ne vous dis pas le marché, faire le marché à 10h du matin dans une ville qui n'a jamais vu un occidental depuis 60 ans, ou 50, il faut calculer, oui, c'était presque 60 ans, depuis 1930 à peu près, le moment où les villes se sont fermées, les villes qui accueillaient des usines du complexe militaro-industriel soviétique. Alors le marché à 10h, c'était tout d'un coup, oh, François, un Français, et à 10h15, on passait derrière l'étal pour fêter ça avec un verre de vodka glacé, et je préfère ne pas m'étendre sur l'état dans lequel j'étais à 11h30 à la fin du marché. Voilà, alors, le point de départ, pour ce qui nous intéresse ce soir, c'est une connaissance relativement intime de la Russie soviétique, puis post-soviétique, puisque j'y suis allé pratiquement chaque année depuis 1992. L'Ukraine, je la connais moins, mais je la connais quand même. Je suis allé 3 fois à Kiev, dans le Kiev soviétique, puis dans le Kiev post-soviétique. C'est un pays très attachant. Mais vous savez, il y a 40 ans, on m'aurait dit, quand j'étais en poste à Odessa, pendant un an comme lecteur de français, j'enseignais le français à l'université d'Odessa pendant un an. Pourquoi Odessa, c'est un peu long à raconter, mais disons que je me sentais un peu trop chez moi en Russie, je parlais russe couramment, à l'époque pratiquement sans accent, et j'avais contourné certaines règles de déplacement pour les étrangers, et de mon poste de Moscou, on m'a envoyé à Odessa. Ce qui m'a valu le plaisir de passer un an à l'université d'Odessa, c'est vieux, 81-82, c'était encore l'Odessa soviétique, mais c'était quand même Odessa aujourd'hui, grand port de l'Ukraine. Mais si on m'avait dit à ce moment-là qu'un jour les Russes bombarderaient les Ukrainiens, j'aurais dit tout simplement, enfin j'aurais fait ce geste-là, vous voyez, c'était absolument impensable. Non pas qu'il y eut à ce moment-là, dans toute cette période de fin de l'Union soviétique et les premières années
après la chute du régime, non pas qu'il y eut, comment dirais-je, mariage profond, osmose, constitution d'un seul peuple. Il n'y a jamais eu de constitution d'un seul peuple. L'Union soviétique a tenté de faire de ces dizaines, de ces centaines d'ethnies différentes qu'elle rassemblait dans ces immenses frontières, a tenté de créer un peuple soviétique. C'était une des visées du régime post-stalinien. On parlait de Sovietski Narod, tout à fait officiellement, c'est-à-dire de peuple soviétique. L'histoire va assez rapidement nous montrer que c'était en grande partie, attention au terme, en grande partie une fiction, peut-être une illusion, mais en tout cas une grande partie une fiction, mais pas totalement. Pas totalement. Je me souviens de voyages en Géorgie, en famille, et dans les HLM de Tbilissi. J'étais avec ma fille qui avait 6 ans, et dans la HLM de Tbilissi, elle passait son temps à prendre un bain chez la famille de Géorgiens, d'accord, on est en Géorgie, mais aussi chez le médecin juif d'en dessous, chez la famille d'Azéri à côté, azerbaïdjanais, le peuple, je n'ai pas l'expression petit peuple, hein, les peuples entre eux, dans les immenses HLM de l'époque brejnevienne, avaient trouvé un modus vivendi. D'ailleurs, c'est une question intéressante. Il me semble que, naturellement, quand on laisse faire les peuples et quand on ne leur casse pas les pieds avec une démocratie d'État plus ou moins folle, plus ou moins tatillonne, les peuples pratiquent volontiers ce que j'appellerais le syncrétisme. Hein, vous savez, le syncrétisme, c'est le mélange des pratiques religieuses à l'origine. C'est aussi le mélange des manières de vivre. Hein, la bonne relation amicale, bienveillante entre des familles d'origine ethnique et de confession religieuse ou pas différentes. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. J'ai beaucoup de choses à vous dire, je ne vous cache pas, je pense que je ne pourrai pas tout vous dire, mais je compte aussi sur vos questions, y compris des questions qui m'obligeront à aborder des thèmes que je n'ai pas le temps d'aborder en 3 quarts d'heure, 1 heure ici. Alors, je ne sais pas si on va arriver à résoudre le problème technique. Peut-être qu'un d'entre vous ou une d'entre vous peut donner un coup de main. C'est ennuyeux parce que j'avais des cartes intéressantes à vous montrer, pas beaucoup, mais comme je vais vous parler d'histoire, les cartes c'est important, surtout sur cette région qui finalement est assez méconnue. Alors, d'abord, ça c'était le premier point. Maintenant, le point de départ c'est la guerre en cours. Je vous ai déjà dit ma stupéfaction. En 2022, je vous la redis, ça se préparait depuis longtemps de voir des avions russes et des soldats russes violer le territoire ukrainien et bombarder un pays qui, soi-disant, était un peuple frère, en tout cas un grand voisin. Bon. Où en sommes-nous aujourd'hui? Puis après, je reviendrai à l'histoire. Du côté ukrainien, on ne connaît pas le nombre de pertes en hommes uniquement sur le front, de soldats et officiers. Du côté russe, on approche 1 million d'hommes mis hors de combat. Je n'ai pas dit morts, hein. On est à peu près à 350 000 morts, après les services secrets britanniques qui sont bons, hein. Et le double, au moins le double de blessés. En réalité, c'est sûrement le triple. Souvent, c'est un mort et 3 blessés. Bon, donc on est aux environs d'1 million d'hommes côté russe en 4 ans bientôt de guerre, puisque dans un mois, ce sera le 4e anniversaire. En 4 ans de guerre, on est à peu près à 1 million, sans doute un peu plus, d'hommes mis hors de combat. Bien, c'est beaucoup. Enfin, vous voyez, excusez-moi, ces questions de chiffres sont toujours un peu cyniques, mais c'est pas grand-chose par rapport aux chiffres de la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Mais c'est beaucoup pour la Russie d'aujourd'hui, qui n'est pas l'Union soviétique, qui n'a pas les réserves d'hommes dont pouvait profiter et dont a profité le régime soviétique, et Staline en particulier, entre 1941 et 1945. Sachant que la Russie d'aujourd'hui manque déjà, sans ce million d'hommes, elle manque de 2 millions d'hommes de main-d'œuvre. Enfin, quand je dis hommes, pardonnez-moi mesdames, mais c'est hommes et femmes. Hein. Mais pour la guerre, c'était les hommes. Le million d'hommes, c'était vraiment des hommes. Là, il s'agit de 2 millions de personnes manquantes dans l'économie russe, en soi. Pourquoi? Parce que depuis 1960-65 à peu près, la Russie fait de moins en moins d'enfants. Enfin, les Russes font de moins en moins d'enfants. Et je l'ai dit depuis 1960-65, pas contrairement à ce qu'on croit,
depuis 1991. Il y a eu des années de creux dans les années 90, mais le phénomène démographique, ce qu'on appelle en russe la démographie skayam, c'est-à-dire la fosse démographique, a commencé bien plus tôt. Les femmes russes ont réagi très vite, dès que la vie s'est améliorée, comme partout, elles ont réagi par la baisse du nombre d'enfants mis au monde, pour pouvoir se consacrer à leur métier, puis avoir une vie un petit peu plus équilibrée. Donc, ça c'est une des fragilités de la Russie d'aujourd'hui. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège, j'aurai peut-être le temps de développer cette idée, des deux discours idéologiques des deux pays. Les deux États ont des discours pour l'étranger. J'aurai peut-être le temps de dire un mot un peu provocateur sur le discours officiel ukrainien sur ce qu'ils appellent le Holodomor, c'est-à-dire la grande famine des années 32-33. Du côté ukrainien, mais j'ai presque du mal à le dire parce que c'est un peuple en guerre et qui est sous les bombes, donc on peut lui pardonner certaines choses, et y compris à sa propagande d'État, on exagère un peu les chiffres. Mais ça, c'est technique, mais c'est intéressant, peut-être que vous en parlerez tout à l'heure si j'ai le temps. Du côté russe, il faut revenir, avant de parler un peu d'histoire, parce que vous allez voir que l'histoire nous démontre qu'il n'y a pas grand-chose de fraternel entre ces deux peuples. Il y a d'énormes siècles où l'Ukraine et les Ukrainiens passent sous la domination d'une autre puissance. C'est pour ça que j'ai besoin de ces cartes, ça, on n'a pas avancé. Je ne comprends pas ce qui se passe. Comment ça se fait? Ah oui, je ne sais pas. Bon. Alors, il faudra que je compense par un verbe plus imagé encore. Bon, donc il faudra aussi que vous fassiez preuve d'imagination. Il faudra bien situer la mer Baltique, la mer Noire, les Carpates, et la Volga. Voilà, on va se trouver là. Bon, j'y viens. Mais avant de parler d'histoire et de la résumer, il faut revenir à quelque chose qui est un petit peu oublié quand on parle de la guerre d'Ukraine, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est la guerre d'Ukraine. Ce sont les buts de guerre de Poutine et de son régime. Et là, je vais m'attarder un petit peu, puis ensuite, je vais vous renvoyer au Moyen-Âge, au 1er siècle de notre ère. Les buts de guerre de Poutine et de son équipe sont énoncés en toute clarté au mois de décembre 2021 dans des textes officiels que le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, communique aux chancelleries occidentales et aux responsables de l'OTAN. Et Lavrov, benoîtement, propose à l'OTAN et aux chancelleries occidentales de signer un nouveau traité de paix, de collaboration, mais un traité qui comporte la clause suivante: l'OTAN doit revenir aux frontières à ses frontières d'avant 1997. Alors vous regarderez l'histoire de l'OTAN, on va pas la faire ce soir, j'ai pas le temps, mais c'est-à-dire en fait, Lavrov, tout d'un coup, Poutine, donc fin 2021, je dirais de façon un peu familière, se réveille et demande benoîtement aux puissances occidentales: écoutez, mesdames et messieurs, soyez gentils, maintenant reculez là où vous étiez en 1997. L'OTAN s'est élargie entre 1997 et 2021, au vu et au su des Russes, y compris sous Yeltsin, qui n'était pas très content, qui l'a dit à Clinton en particulier, avec lequel ils s'entendaient plus ou moins bien. Mais, alors, il y a deux façons de prendre les choses. Moi, la mienne, c'est que les pays qui ont demandé d'adhérer à l'OTAN, un pays demande d'adhérer à l'OTAN, il y a tout un processus. On demande d'adhérer, on n'y est pas forcé. Et ces pays-là ont préféré se mettre à ce moment-là sous la protection de l'OTAN parce qu'ils sortaient de la domination soviétique. Et le processus est exactement le même. Quelques années plus tard, Poutine voulait limiter l'extension de l'OTAN, voire le faire reculer. Il le fait avancer avec sa guerre d'Ukraine. Le résultat est absolument inverse. C'est un de ses grands échecs. Depuis 4 ans maintenant, on dit 3 ans, maintenant c'est 4 ans, puisque deux pays voisins, la Finlande et la Suède, ont adhéré à l'OTAN. Donc il a obtenu exactement l'inverse. Il voulait, c'est le premier point. Alors, une petite parenthèse sur les soi-disant promesses
faite à Gorbatchev en 1990-91. Ça, c'est un point très important et qu'on voit passer ici et là dans les réseaux et ailleurs. Alors moi, j'ai enquêté sur cette question en toute objectivité. Moi, je regarde les faits. Puis j'ai retrouvé, figurez-vous, une interview qui va paraître, mon livre qui s'appelle La Russie démystifiée, va paraître au mois d'octobre-novembre aux éditions Fayard. Je peux vous l'annoncer, puisque moi-même, je viens d'en avoir confirmation. Le manuscrit est terminé, il est en train d'être repris par les éditions. Et donc, Gorbatchev, en 91, explique en 2007, beaucoup plus tard, explique dans une interview, il dit, mais pour qui me prenez-vous? Il n'y a pas eu de tromperie de Gorbatchev. En 90-91, il n'était pas question, même du côté occidental, d'élargissement de l'OTAN si loin vers l'Est. La seule promesse qui a été faite par Kohl, le chancelier allemand, et par Baker, le département d'État américain, c'était de ne pas mettre des armes lourdes offensives sur le territoire de l'ex-RDA. C'est tout. Et verbalement, 2 ou 3 responsables occidentaux sont allés un peu plus loin en disant ne vous inquiétez pas, de toute façon, ce n'est pas au programme. Ce qui était d'ailleurs parfaitement vrai. En 90-91, il n'y avait pas de plan d'extension de l'OTAN vers l'Est. C'est venu beaucoup plus tard. Gorbatchev le reconnaît, en toute objectivité. Il dit, et puis il ajoute, un peu vexé, il dit ne me prenez pas pour un imbécile. Bon, et un autre argument, on recule un tout petit peu dans le. Oh non, on y est, 90-91. Sachez que Gorbatchev a été stupéfait de constater, dans ses entretiens avec le président français François Mitterrand et avec Margaret Thatcher, donc dans ces années-là, 89, 90, 91, il le dit à son ministre des Affaires étrangères, chez Varvezzi, il dit, tu te rends compte, il faut quand même l'entendre, il me demande de tout faire pour préserver l'Union soviétique, et Mitterrand et Thatcher. Vous voyez, donc on est, avec l'honnêteté de Gorbatchev, cette époque-là, on est loin des élucubrations sur la tromperie, Gorbatchev victime des vilains otaniens, des vilains occidentaux. Non, les choses étaient très différentes. Mitterrand et Thatcher, je le répète, étaient très inquiets de la perspective de désagrégation de l'Union soviétique. Et ce complexe-là se reproduit aujourd'hui. J'entends dans les milieux parisiens, colloques où interviennent des sous-ministres ou autres, n'est-ce pas? J'entends cette petite chanson. Ah, mais finalement, Poutine assure la stabilité du pays, il ne faut surtout pas y toucher, c'est mieux que le chaos, parce que les bombes russes risqueraient de se disperser. Mais c'est n'importe quoi. Vous voyez, c'est une chimère. C'est une chimère. Et Gorbatchev, je le répète, n'en revenait pas. Il l'a dit, tu te rends compte, il faut l'entendre. Lui qui était en train de préparer petit à petit un nouveau traité pour réformer l'Union soviétique, quitte à ce que certaines, on appelait ça des républiques à l'époque, certaines de ces républiques s'en aillent, et il n'en revenait pas. Donc voilà, ce sont 2-3 petites choses, 2-3 petites informations que je voulais vous donner. Et puis, dans cette réflexion, il faut aussi tenir compte du fait, et ça, pour nous Français, c'est pas facile, parce qu'on est là, nous, enfin, je veux dire, on est loin, on est assez loin, on est près de l'Atlantique, mais pour des Tchèques, pour des Tchèques et des Slovaques d'ailleurs, pour des Hongrois, évidemment, il y a Orban actuellement, mais enfin, il n'a pas toujours été là, et maintenant pour des Suédois et des Finlandais, c'est assez inquiétant de constater que depuis 2014, la Russie d'aujourd'hui retrouve ses vieilles traditions impériales, parce qu'il s'agit de cela. N'oubliez pas que la Russie est un empire et qu'elle n'a jamais, dans son histoire et dans sa réflexion sur l'histoire, elle n'a jamais, en tout cas, les officiels russes, à chaque étape, n'ont jamais vraiment regardé leur passé impérial avec des yeux au moins un peu objectifs, sans parler de plus. En France, ce processus a été très douloureux. Entre ici, nous avons tous un certain âge, souvenez-vous de ce qu'on nous enseignait à l'école primaire et secondaire, au collège, et des travaux des historiens français sur l'histoire de France depuis 50 ans,
en particulier à tout ce qui touche notre ex-empire. Nous avons été aussi une nation impériale et impérialiste. Hein. Mais nous avons fait tout un travail de réflexion depuis 50 ans qui n'est pas terminé, et où quelquefois les présidents de la République ont pris leur part. Certains avec maladresse, d'autres avec des mots plutôt bien choisis, ça dépend. Mais ce travail n'est pas fini. En Russie, ce travail de réflexion, d'histoire, y compris au nom de la nation par les chefs d'État ou les ministres, n'est pas fait. Et en ce moment, on assiste à une réactivation, je dirais, du syndrome impérial. Moi, je le dirais comme ça. Voilà. Hein. Une réactivation du syndrome impérial, une sorte de régression impérialiste. La Russie officielle aurait très bien pu négocier autrement sa relation avec l'Ukraine indépendante. C'était possible. C'était parfaitement possible. Il y avait quand même une langue commune, et une langue commune entre les élites ukrainiennes, les nouvelles élites ukrainiennes et les élites russes, les élites moscovites. Il était possible de jouer les choses autrement. Y a-t-il eu des maladresses du côté ukrainien? Peut-être même plus. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Il n'était pas sage d'agiter très tôt la volonté d'adhésion à l'OTAN. C'était ça aurait été beaucoup plus habile de ne pas en parler. Mais les officiels ukrainiens ont cru bon de le faire. Eux aussi ont leur logique. Mais ce n'était pas le bon moment. Alors, maintenant que ceci est dit, donc la deuxième chose dans les buts de guerre de Poutine, c'est derrière l'Ukraine. L'Ukraine n'est qu'un prétexte pour Poutine. C'est important pour lui, reprendre l'Ukraine. Il a déjà échoué, j'en reparlerai. Mais ce n'est qu'un prétexte. L'idée qui est derrière, et qui est dite depuis des années par toutes les élites moscovites et leurs porte-parole, y compris des gens très en place, comme des professeurs d'université, certains collègues, cette idée, c'est de remettre l'Occident à sa place. Elle est formulée ouvertement par Poutine et par ses hommes. C'est: vous avez régné sur le monde pendant 5 siècles, ça c'est fini. Alors moi j'ajoute, mais il ne le dit pas comme ça lui, maintenant c'est notre tour, parce que c'est une question de domination qui est derrière. C'est pas autre chose. Hein, c'est le jeu des dominations. Maintenant c'est notre tour à nous, les Russes, et aussi les Chinois, et puis peut-être d'autres. En tout cas tous ceux qui n'ont pas été jamais l'Occident, qui n'ont pas fait partie de l'Occident et qui, nous dit Poutine, ont été exploités et injustement humiliés par l'Occident collectif. On dit là-bas Kollektivní Západ. Alors, on le disait il y a quelques mois, avant le retour de Trump au pouvoir. Maintenant, cette expression est en train de passer de mode parce que, y compris les Russes, nous aussi, on se pose la même question, on se demande s'il y a encore un Occident collectif, même si on reprend le vocabulaire de Poutine, puisque avec Trump, les États-Unis prennent une toute autre direction, potentiellement très hostile à, en tout cas, l'Europe et l'Union européenne. Enfin, potentiellement même pas, elle est très hostile. Alors, donc, vous voyez, l'autre but énoncé par l'élite russe depuis des années, c'est remettre l'Occident à sa place, lui imposer un rôle second et assouvir la vengeance des peuples asservis pendant 5 siècles. Mettre un terme à 5 siècles de domination. C'est ce qui est derrière le mémorandum envoyé par Lavrov, dont je vous parlais tout à l'heure, en décembre 2021. Donc le deuxième but, j'en ai parlé, c'était le premier tout à l'heure, c'est obliger l'OTAN à reculer, mais c'est la même chose. On va obliger l'Occident, l'OTAN, sous toutes ses formes organisationnelles, à reculer, et s'il ne le fait pas, on tente de l'affaiblir. C'est un but de guerre. Du côté occidental, il ne faut pas non plus être naïf. C'est vrai que nous nous battons pour des valeurs. La France, officiellement, participe à aider les Ukrainiens au nom de valeurs bien précises, qu'on va peut-être un petit peu énoncer quand même. Mais, et là c'est moi qui parle, derrière l'attitude française ou allemande, ou en général de l'Union européenne, pendant des années avec Biden des États-Unis, elle était aussi conforme à la vieille tradition géopolitique
de notre monde depuis que les États existent, c'est-à-dire, et en particulier, à la tradition mise en place en 1648 avec le traité de Westphalie, c'est-à-dire on fait en sorte qu'aucune puissance ne prenne le dessus sur les autres, ne prenne trop de pouvoir ou de territoire. C'est la loi de l'équilibre des puissances. Mais je vous fais remarquer que la France, à un moment donné, enfin vous savez mieux que moi, la France, à un moment donné, a tenté d'établir son empire par le jeu des contre-alliances. Enfin bon, c'était pas un but impérial en soi, mais avec Napoléon, nos troupes sont allées jusqu'à Moscou. Bon, quand la France est devenue trop puissante, les puissances occidentales, les autres puissances voisines, se sont alliées pour remettre à sa place la France. Il est évident que la Russie, de ce point de vue-là, du point de vue de l'équilibre des puissances, il ne faut pas que la Russie remette la main sur l'Ukraine. C'est un simple calcul d'équilibre. Moi, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous veillons à, enfin, nous parlons les Français, les Allemands, bref, la coalition des volontaires, comme on l'appelle, veille, il n'y a toujours pas de carte, veille à ce que les Russes ne gagnent pas en Ukraine, parce que avec l'Ukraine, il est certain que le nouvel empire russe reprendrait du poids de la bête et une certaine puissance, ne serait-ce que territoriale, qui pourrait le rendre encore plus agressif et beaucoup plus gênant qu'il ne l'est actuellement. Vous voyez, c'est une question d'équilibre. Si, je dis n'importe quoi, mais si la France d'aujourd'hui tout d'un coup basculait dans une nouvelle régression impérialiste, il est absolument certain que l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre au moins, et l'Espagne se ligueraient pour la remettre à sa place. C'est du jeu géopolitique traditionnel depuis des siècles. Il faut aussi en avoir en tête. Je veux dire, c'est important ce que je dis là, d'une certaine manière, parce que je sais qu'il y a un attachement à la Russie chez beaucoup de nos concitoyens. C'est vrai que c'est une belle langue, une grande culture, c'est pas moi qui vous dire le contraire, j'ai enseigné pendant 40 ans et la langue et la culture et l'histoire, et en russe. Mais ce qui se fait actuellement se ferait pour un autre pays. D'ailleurs, la preuve, c'est que les États-Unis commencent à montrer des dents impérialistes assez crochues, et l'Union européenne, et puis d'autres, commencent à se dire qu'il est grand temps de mettre un peu le holà, de montrer une certaine fermeté, si ce n'est ses muscles, parce que les muscles n'ont pas beaucoup, mais au moins une certaine fermeté pour faire comprendre aux requins impérialistes américains que la limite, elle est là. Voilà. Bon, c'était pas une parenthèse, mais un petit commentaire sur l'un des facteurs de l'attitude des puissances occidentales, et en tout cas de la coalition des volontaires en ce moment. Voilà, alors maintenant, faisons un peu d'histoire ensemble. Et là, maintenant, je vais faire appel à votre imagination, parce que ma foi, c'est dommage, c'est une belle carte à vous montrer, et on peut toujours, il n'y a aucune compétence technique dans la salle qui pourrait nous venir à notre secours. Hein, non. Bon. Alors, j'essaie de faire assez vite quand même, mais il faut aussi être clair. Alors, au départ, au commencement, comme on dit dans les contes, il n'y avait ni russe, ni ukrainien, ni biélorusse. Il y avait les Slaves de l'Est. Les Slaves de l'Est. Au départ, les Slaves, tous ensemble, étaient même, ma carte fait défaut, enfin, comme une grosse patate. Vous allez faire preuve d'imagination. Vous voyez les Carpates, vous voyez le sud de la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, hein, entre, disons, les Carpates et l'Est de l'Allemagne actuelle. Ils étaient là, les Slaves. Ils sont là au IIe siècle de notre ère. Et puis, entre le IIe siècle et le 8e et 9e siècle, sous le coup de boutoir, les coups de boutoir on appelait ça de notre temps, je me souviens, à l'école, les grandes invasions. Maintenant, il ne faut pas dire les grandes invasions, ce n'est pas politiquement correct, il faut dire les grandes migrations. Bon. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment des invasions, on a des chiffres maintenant, l'histoire a avancé. Mais sous le coup de boutoir, les grandes invasions, migrations venues de l'Est, y compris des Huns, vers 450, cette sorte de patate slave là, au milieu se disperse. Bon. Les uns partent vers le nord, c'est les futurs Polonais, et puis les autres, c'est ceux qui nous intéressent, les Slaves de l'Est, vont partir vers l'Est. Ils vont franchir les Carpates entre le 2e et le 8e siècle,
franchir les Carpates, donc ils vont débouler dans la plaine du Dniepr. Alors, il faudrait vraiment quand même que vous ayez, je vais faire de la géographie dans l'espace, il faudrait que vous ayez en tête le Dniepr et la Volga. Ça c'est important. Qu'est-ce que je suis déçu de pas avoir une carte quand même. Alors, la salle est belle, mais la technique n'est pas au rendez-vous. Hein. Bon, enfin, c'est peut-être la mienne qui n'est pas au rendez-vous. Je ne sais pas, il doit y avoir. Alors, oui. Il n'a pas détecté le signal de votre ordinateur. Oui, c'est un ordinateur normal. Hein. Alors, donc, vous voyez, vous avez, il faut que vous mettez par rapport à vous. Hein. Donc, vous avez les Carpates. Bon. Là où on met la Baltique, ici on met la mer Noire. D'accord? Bon. Il y a deux grands fleuves qui marqueront l'histoire russe. C'est l'histoire russe, pardon, l'histoire des Slaves de l'Est, lapsus. Oui. Alors, le Dniepr qui coule dans la mer Noire, mais dont la source se prend à 250 km de Moscou. C'est important. Et on n'est pas quand même Novgorod, au nord. Il y a le Dniepr, là, comme ça. Bon, et puis là, à droite, mais on ne sait pas assez, il y a la Volga, qui prend sa source, là aussi, à 200 km de Moscou, pas très loin de la source du Dniepr, et qui va couler d'abord au-dessus de Moscou, au nord, ensuite bifurquer vers le sud et se jeter dans la Caspienne. Bon, eh bien, les Slaves de l'Est, ils vont s'installer là, créer des villes. On est donc au 8e, 9e, 10e siècle. Je vais le plus vite possible. Hein, 8e, 9e, 10e siècle. Ils ont créé des petites villes et ils se sont installés sur les fleuves. Et surtout, ils se sont installés, pas au confluent quand même, n'est-ce pas? C'est vrai, ils ne se relient pas ces deux grands fleuves, mais au milieu, entre les sources du Dniepr et de la Volga. Pourquoi? Parce que contrôler, ce sont deux grandes voies commerciales, le Dniepr et la Volga. La Volga, vous me suivez, avec la Caspienne, hein, c'est la voie du commerce avec l'Asie, avec l'Empire perse, et puis derrière l'Empire perse, il y a l'Inde et la Chine. Et le Dniepr, c'est la grande voie transversale nord-sud de commerce entre l'Europe du Nord, donc l'Europe des Vikings hein, pour l'instant, qui vont nous intéresser, et l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire qu'on appelle l'Empire byzantin. C'est bon? Bon, par la mer Noire. Et tout l'enjeu pour les Slaves de l'Est, ça va être d'abord de s'installer sur ces fleuves-là, et puis les fleuves adjacents qui permettent la liaison, et puis de contrôler ces deux voies commerciales. Bon. Seulement le problème, c'est que les communautés rurales, les communautés slaves, ce sont des communautés rurales. Hein. Ce n'est pas des guerriers, hein, pour l'instant en tout cas. Paisiblement installés. Alors d'abord, donc, on s'installe dans la plaine du Dniepr, et puis ensuite, on va vers le nord, là-haut, vers la Baltique. Alors au-dessus de la Baltique, il y a les lacs du nord, lac Ladoga et Onega. Vous voyez, hein, les grands lacs, là. Ceux qui sont au-dessus de Saint-Pétersbourg aujourd'hui, pour vous situer. Bon, c'est là que tout se passe. Donc les Slaves créent des villes, hein, et puis, un peu comme chez nous, Astérix et Obélix, enfin dans la légende, ils se disputent entre eux, et la légende veut qu'ils fassent appel aux Vikings. Et il se trouve que les Vikings sont juste à côté, et puis, de temps en temps, ils font des petites incursions, ce sont des guerriers assez balèzes, et les marchands, c'est là où je voulais en venir, les marchands des villes russes, les commerçants, elle est là la richesse de ces villes. Hein, Novgorod, en particulier Smolensk, et puis Kiev sur le Dniepr, il y en a d'autres. Les marchands de ces villes en ont assez des bisbilles entre les villes et vont demander aux Vikings d'assurer la sécurité, hein, vous voyez, d'être la sécurité de ces villes. Donc les Vikings arrivent. Donc vont se créer deux groupes de l'élite au 8e, 9e siècle. Les marchands d'un côté qui ont l'argent, qui veulent que tout se passe bien pour pouvoir contrôler au moins le haut des fleuves. Ils ne peuvent pas contrôler le sud, on va en reparler. Le sud du Dniepr, les plaines de l'Ukraine aujourd'hui. Hein, et le sud de la Volga, donc quand elle se jette dans la Caspienne. Ça c'est la steppe, c'est le domaine des peuples de la steppe, qui sont costauds. Donc les Slaves, là, pour l'instant, ils ne peuvent pas y aller. Mais déjà, il faut contrôler là-haut. Alors, les marchands vont embaucher les Vikings hein, comme mercenaires. Et puis petit à petit, les deux groupes d'élites vont se constituer. Bon, ça c'est sur le plan social. À un moment donné, les élites princières vikings, enfin les chefs vikings, vont trouver intéressant d'aller voir ce qui se passe dans le sud, du côté de Kiev, parce que le point de départ, c'est Novgorod, la grande ville marchande du nord. Hein. Et puis, en 882, il y a un des chefs de guerre, là, on lui demande, Oleg, on lui demande d'aller voir ce qui se passe à Kiev. Alors il y va, puis il constate qu'il y avait déjà des groupes vikings qui s'étaient installés à Kiev pour assurer la sécurité de Kiev. Donc il les zigouille les deux chefs,
viking, et puis il prend la place. Et là, il ne sait pas, mais en 1882, il est en train de... Vous voyez, on parle de Kiev, hein, entre parenthèses. Il est en train de créer un nouvel État, le premier État des Slaves de l'Est. C'est là où je voulais en venir. Je fais le plus vite possible, hein, pour pouvoir vous dire l'essentiel. Le premier État des Slaves de l'Est, 882. Cet État va exister pendant 3 siècles, jusqu'en 1169. Ça va être une sorte de fédération lâche, dirigée par des princes d'origine viking, comme la France a été dirigée au départ par des princes francs qui se sont assimilés. Même processus. Hein. Les types, ils prennent des femmes, ici, ils prennent des femmes celto-gauloises, là-bas des femmes slaves de l'Est, et puis ils disparaissent, ils ne laissent pas grand-chose dans la langue non plus, les francs un peu plus dans la langue française, pas les vikings, il reste 2-3 prénoms, Olga, Oleg, enfin des broutilles, quoi. Hein. Bon, mais voilà, ils ont créé une dynastie. Et puis, cette dynastie est en concurrence avec l'autre dynastie des marchands. Et bien évidemment, elle a des arguments à faire valoir. D'abord, elle a la force. Elle est censée assurer la sécurité. Donc voilà un État des Slaves de l'Est, pour faire vite. Très lâche, mais un État solide, hein, qui va de la mer Baltique à la mer Noire. Alors, la mer Noire, il n'a pas beaucoup d'entrées vers la mer Noire. Hein. Il y a les gens des steppes, là. C'est trop dur pour l'instant. Et qui va... donc, vous voyez, il n'est pas question ni d'Ukrainien, ni de Russe, ni de Biélorusse. Ça n'existe pas. Ils parlent l'ancêtre de ces 3 langues. Ces 3 langues, russes, ukrainiennes et biélorusses, elles vont se coaguler à partir du XVe siècle. Vous vous rendez compte? 5 siècles plus tard, 6 siècles plus tard. C'est bien plus tard que la coagulation va se faire. Hein. Bon, on en reparlera. Donc là, on a l'origine. L'origine ethnique. D'ores et déjà, ce mini-empire est un mélange d'ethnies différentes. Il y a les Vikings, d'accord, ça c'est l'élite, mais il y a aussi les petits peuples finnois, les pêcheurs du bord de la Baltique, il y a les Mordves, il y a tout un tas de petits peuples d'origine asiatique, de la steppe, hein. Et puis ils sont guerriers, hein. Ils viennent sous les murs de Kiev, il faut tantôt les combattre, tantôt les amadouer, donc on fait du commerce, puis on épouse leur princesse. Donc dans le sang, entre guillemets, de la dynastie viking de Kiev, qui va se mettre en place, il y a aussi pas mal entre guillemets toujours, de sang asiatique. Vous voyez, puisque les princes de Kiev vont épouser de temps en temps des petites princesses de la steppe. Bon. Combat et mariage. Voilà, ça c'est le premier État. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Poutine, avec sa propagande, revendique ce premier État comme la source vive, n'est-ce pas, de la spiritualité russe. Zelensky, avec l'Ukraine, fait pareil. Et il a aussi tout à fait un fondement. Et les Biélorusses sont aussi fondés à réclamer. C'est moi, avec mes étudiants depuis 20 ans, 25 ans, j'utilisais la métaphore du grand chêne. Vous voyez, le tronc commun pendant des siècles. Et puis, à partir du XIVe, XVe siècle, 3 grandes branches se forment. Hein, la branche biélorusse, la branche ukrainienne et la branche russe. Que va-t-il se passer à ce proto-empire, 1169? Les Vikings sont incapables de mettre en place ce que nos Capétiens ont eu le bonheur de mettre en place, c'est-à-dire la loi de la transmission du pouvoir, la primogéniture, au premier-né. Bon, ce qui a été le bonheur de la dynastie capétienne et des autres. C'est très important, ça. Chez eux, c'est ce qu'on appelle en russe Bartachok, c'est-à-dire le petit désordre. Le prince est mort, c'est son oncle qui prend le pouvoir, et puis les cousins et les frères et les fils attendront leur tour, etc. etc. Puis c'est la division. La division est mortelle pour l'État des Slaves de l'Est. Et en 1169, après une brillante existence, après avoir adopté le christianisme en 988, christianisme rattaché à Constantinople, eh bien, cet État disparaît sous les coups de boutoir, non pas des ennemis de la steppe, mais des divisions intestines. Bon, au revoir, la Rousse de Kiev, la grande principauté de Kiev. Là, je vous fais grâce des 70 ans qui suivent, c'est le désordre total. Les princes sont incapables d'assurer la sécurité, c'était quand même pour ça qu'ils étaient embauchés au départ, je me rappelle. Bon. Et puis en 1937, c'est la grande invasion mongole. À partir de 1937-1941, la grande invasion mongole. Les Mongols vont
vont annihiler l'État des Slaves de l'Est et occuper l'ensemble du territoire et instaurer un protectorat. Alors, moi quand j'étais gamin, puis quand j'ai commencé à étudier le russe, on nous décrivait l'invasion mongole comme quelque chose de terrifiant. Ça a été terrifiant. Toutes les invasions sont terrifiantes. Hein? Les Mongols avaient une pratique très simple, qu'ils envahissent l'Iran, à l'époque la Perse, la Chine aussi, un peu plus tôt, hein, avait eu son heure, hein, ou les d'autres pays, une pratique très simple et très habile. Ils ne touchaient pas aux élites religieuses, ni aux prêtres, ni aux curés catholiques, protestants, non pas protestants, pas encore, pardon, ni aux curés, ni aux rabbins, ni à l'imam. C'est très habile. Parce qu'ils avaient compris que dans les pays occupés, ces élites locales religieuses étaient au contact direct du peuple. Et c'était elles qui devaient faire passer le message de l'occupant. C'est très chouette. Et partout comme ça. Donc en Russie, il se concilie les prêtres de l'Église orthodoxe. Partout. Ils leur demandent simplement qu'à la messe, on prie pour la santé du grand Khan. On dit Khan, je trouve ça a beaucoup plus d'allure. Hein, le grand Khan. Hein, en russe et en mongol. Bon. Et ils n'imposent pas l'Église. Ils n'imposent pas les prêtres. Ils sont libérés du service à l'armée d'occupation. Bon. Et ça, ils ont un régime très particulier. Donc, sous l'occupation mongole, l'Église orthodoxe va fleurir, va engraisser, va devenir une puissance, un État dans l'État. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais je voulais quand même vous le dire. Après, ça va poser des tas de problèmes aux princes des différents États qui vont sortir de l'occupation mongole, parce qu'il va falloir remettre à sa place l'Église, qui avait pris beaucoup trop de pouvoir et qui s'arrogeait le droit de faire et défaire les princes. Mais c'est une autre histoire. Ce qui nous intéresse dans mon propos pour vous ce soir, c'est ce qui va se passer sous l'occupation mongole. Alors, il n'y a toujours pas d'Ukrainiens, de Biélorusses et de Russes. Mais en 1362, au XIVe siècle, mes cartes, au XIVe siècle, entre Baltique et mer Noire, mais plus à l'ouest, hein, vous voyez, les Carpates, plus au nord, se forme une puissance redoutable, le Grand-Duché de Lituanie. Et ce qu'on ne sait pas assez, c'est qu'en réalité, c'est une deuxième Rousse. Vous voyez, je ne dis pas Russie tout à fait, mais presque. C'est une deuxième potentielle Rousse, hein, comme s'appelait la Rousse de Kiev avant. Parce que dans le territoire de ce Grand-Duché de Lituanie, vous voyez où est Vilnius aujourd'hui. Bon, ben Vilnius, là à l'époque, ça devient de plus en plus gros. L'armée du Grand-Duc de Lituanie, et puis le territoire s'agrandit, ils mordent énormément sur des terres peuplées de gens qui parlent l'ancêtre du russe et qui sont de religion orthodoxe. C'est le XIVe siècle. Et en 1362, écoutez bien ça, en 1362, le grand-duc de Lituanie a la capacité militaire de battre les Mongols. La bataille se situe, elle a un joli nom, c'est un petit patelin perdu en Ukraine aujourd'hui, ça s'appelle la bataille des eaux bleues, hein, en 1362. Alors que tout le pays est sous domination mongole, le grand-duc de Lituanie, avec sa victoire sur les Mongols en 1362, un siècle avant les Moscovites, hein, bon, il est en mesure de mettre la main sur une bonne partie de l'Ukraine. Paf, ça y est, les branches commencent à se... On est dans les prémices des grandes branches. Vous suivez, hein, c'est la première différence, là. Par rapport à vous, le nord-est de la Rousse, là, avec Moscou, reste sous une certaine nuit mongole, mais je vais nuancer après, parce qu'il a beaucoup d'avantages, l'Empire mongol. Et là, l'actuelle Ukraine du sud, de l'ouest, dans le tournant du Dniepr, et puis même au sud, c'est un bon paquet du territoire de l'Ukraine aujourd'hui, bascule sous la domination lituanienne. Bien, nous sommes au XIVe siècle. Hein, au XIVe siècle, 1362. Voilà, déjà, je le répète, les branches différentes commencent à se former. Bon, là, l'histoire va se différencier. Hein, la future Ukraine va rester très longtemps sous domination lituanienne, et puis il se trouve qu'un petit peu plus tard, hein, vous voyez, j'ai lâché complètement mes notes, hein, pourtant elles étaient fournies, hein, un petit peu plus, c'est mieux comme ça, sinon on n'en sortirait plus, déjà qu'on n'a pas de carte, hein, donc ça serait, pour vous ce serait intolérable, vous partiriez tout le temps là. Donc, pendant plus d'un siècle, un siècle plus tard, donc fin 14e et durant tout le 15e, le grand-duc de Lituanie va
il est attiré par la Pologne et par l'Ouest. Donc il va épouser une toute petite princesse, il est gonflé, hein, il y a une toute petite princesse polonaise, Edwige, elle a 13 ans. Hein. Vous voyez aujourd'hui ce que ça donnerait. Hein. Il a 13 ans, elle a 13 ans, elle est la future reine de Pologne, bon, l'héritière du trône. Et lui, il est le grand-duc de Lituanie. Lui, il a à peu près 32, 33 ans. Bon. Et c'est un mariage dynastique, évidemment, hein, mais potentiellement redoutable pour l'équilibre des puissances dans cette région-là. On est au XIVe siècle, hein, 14e, 15e. La Lituanie est la grande puissance de l'époque. Ah, j'avais une carte superbe à vous montrer, c'est très impressionnant, hein, c'est vraiment très impressionnant. Vous savez, elle va de la Baltique à la mer Noire. Hein, de la Baltique à la mer Noire. C'est une énorme patate là, au milieu de l'Europe de l'Est, hein, à cheval sur les Carpates, avec pratiquement toute l'Ukraine actuelle, oh là là, et jusqu'à la Baltique. Bon. Donc, c'est la grande concurrence avec l'autre pôle de pouvoir qui se forme au XVe siècle à Moscou. Parce qu'à Moscou, enfin, les Russes se débarrassent du joug mongol. Mais je dis se débarrassent du joug mongol, on est en 1480, mais c'est une non-bataille et en plus c'est une fiction historique. En réalité, je vais vous dire, la Moscovie qui émerge à la fin du XVe siècle, de ces 2 siècles et demi de protectorat mongol, c'est en réalité la fille de l'Empire mongol sur ces territoires-là. L'Empire mongol se désagrège au milieu du XVe siècle, d'accord? Un peu partout. Mais je voudrais en dire un mot de cet empire, et ça nous intéresse pour la Moscovie, et pour la future Russie, parce que l'Empire russe et la Moscovie d'aujourd'hui, c'est l'héritière directe de cet État qui naît en 1462 à Moscou. Vous voyez, 15e siècle, le siècle de la coagulation. Vous vous souvenez, c'est ce que je disais au départ, hein, de la coagulation, de la concrétisation des langues, des nations et des États. Bon, eh bien, la Moscovie qui émerge du soi-disant joug mongol, en réalité, elle ne vient de rien du tout. Elle prend la suite d'un protectorat qui s'est dissous de lui-même, puisque l'Empire s'est dissous. Mais vous savez, un petit mot sur l'Empire mongol. Moi, j'ai longtemps cru, gamin, et puis ensuite étudiant et tout, hein, j'ai longtemps cru que c'était vraiment un truc épouvantable, que c'était atroce, que la conquête avait été atroce, qui était vrai d'ailleurs la conquête. Hein. Mais écoutez ça, pendant un siècle, l'Empire mongol a assuré la sécurité à 600 millions de sujets. Depuis la mer du Japon jusqu'à la Méditerranée. Hein? Sécurité, mais la sécurité physique. Il n'y a pas eu un vol pendant un siècle sur tout cet immense territoire, et je pourrais presque affirmer qu'il n'y a pas eu un seul viol, mais là, je ne peux pas ma main au feu. Vous savez pourquoi? Parce que le voleur, tout voleur et tout violeur qui était pris, la femme était sacrée, hein, tout violeur qui était pris sur le fait était immédiatement décapité. Ben, vous savez, ça décourage. Voilà. Et je plaisante à moitié, mais je vous fiche mon biais que les peuples russes, qui en avaient jusque-là des dissensions entre princes, dont je vous ai parlé, hein, ces fichus héritiers des Vikings qui étaient incapables d'assurer la sécurité, hein, bon, c'est pourquoi on les avait payés au départ, je suis sûr que le peuple russe, il a accueilli ce protectorat mongol avec soulagement. J'en suis persuadé. Et que c'est pas vrai que les moscovites se sont érigés comme victimes pas du tout. Ce sont les héritiers directs. Et ce sont les héritiers directs sur le plan politique. Ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine. Vous voyez, l'Ukraine bascule dans le champ lituanien. Ça ne va pas être drôle, hein, parce que ce qui se profile d'ailleurs les Lituaniens, je vais vous en dire un mot maintenant, c'est la domination polonaise. C'est pas marrant du tout, je vais vous en dire un mot. Hein. Donc c'est pas blanc et noir ce que je vous dis. Mais du côté moscovite, les moscovites vont hériter des pratiques étatiques mongoles. Ils vont hériter aussi d'une sinistre pratique qui n'existait pas dans la Rousse de Kiev, hein, l'ancêtre, hein, c'est les techniques de torture aussi, la cruauté. C'était interdit la torture dans la Rousse de Kiev. C'est une société très sympathique. Hein. Je n'arrive pas le temps de vous en parler, mais celle qui s'est effondrée, vous vous souvenez, en 1969, ça va, je ne vous ai pas perdu, vous me suivez? Donc, c'est bon. Donc, vous voyez, là, on est maintenant au XVe siècle. C'est bon, là, hein, on avance. Hein. C'est pas mal déjà, le XVe siècle. Hein. On est au XVe siècle et ça se coagule des deux côtés. Et maintenant, allez, imagination géographique, enfin concrète, on est dans la steppe ukrainienne. Ah, la steppe ukrainienne, Tchekhov a écrit une superbe nouvelle, ça s'appelle La Steppe d'ailleurs. Magnifique nouvelle. Bon, Tchekhov. Alors la steppe, c'est beau, hein, c'est plat, puis il y a des collines généreuses. Bon, là. Et là,
ce territoire-là actuel, Ukraine, au sud de Kiev, il n'est pas contrôlé par les États. Les États, par rapport à vous, il y a la Moscovie, hein, donc là on est à l'est, nord-est, hein, par rapport à vous. Il y a la Moscovie là, et puis ici, la Grande Lituanie et la Pologne. Et elles vont s'allier avec le mariage, là, je vous ai déjà expliqué le mariage, donc il va y avoir une alliance. Cette alliance va se confirmer des décennies plus tard. Hein, mais là, il faut que je retrouve mes notes parce que c'est bien joli, là, mais c'est quand même mieux de vous donner une date. Donc voilà, c'est 1569. Ça s'appelle l'Union de Lublin, Lublin. L'union entre Pologne et Lituanie qui deviennent, je vais essayer de le prononcer, mais j'espère qu'il n'y a pas de problème dans la salle parce qu'ils vont rigoler, c'est Rzeczpospolita Obojga Narodów, c'est-à-dire, soi-disant, la République des deux peuples. C'était le nom officiel de ce nouvel État, 1569, l'État de l'Union entre le grand-duc de Lituanie et la petite Edwige, héritière du trône de Pologne. Bon. Mais là, les Lituaniens, ils étaient plutôt pépères, ils étaient plutôt très, très tolérants, les Lituaniens, je dirais, le grand-duc, vis-à-vis de leurs sujets orthodoxes. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'était une deuxième Russie qui s'était formée, redoutable pour la concurrence vis-à-vis du grand prince de Moscou à la fin du XVe, Ivan III, le grand homme d'État. C'est redoutable comme concurrence, parce que le prince de Lituanie, le grand-duc de Lituanie, il a comme sujet des millions de sujets qui parlent une langue, la langue russe qui est proche de celle de Moscou et qui sont orthodoxes. Mais lui, comme il épouse Edwige, je reviens au mariage avec Edwige, il adopte le catholicisme romain. Et il va perdre ces sujets-là, petit à petit. Vous voyez, dans la grande concurrence géopolitique, là, enfin, lui, il estime qu'il a fait le bon choix, mais il perd, et ça se joue là, dans l'actuelle Biélorussie, l'ouest de l'Ukraine, hein, une bonne partie de l'Ukraine. Il y a plein de sujets qui, eux, se sont tournés depuis longtemps vers l'Église orthodoxe byzantine, et lui, il fait le choix du catholicisme romain. Et alors, en plus, avec l'union avec la Pologne, les Polonais, les princes, les rois polonais, puis une bonne partie de l'élite polonaise, régulièrement, pas toujours, il ne faut pas exagérer, mais sont des fanatiques du catholicisme. C'est terrifiant. Donc, quand ils vont prendre la... Excusez-moi, c'est un commentaire un peu personnel. Je veux dire, non, mais c'est vraiment terrifiant pour les Ukrainiens orthodoxes, vous allez voir. Quand ils vont prendre la main sur la Lituanie, parce que la culture polonaise va l'emporter, hein, ça va faire un seul État, d'accord, hein, mais c'est le ferment polonais beaucoup plus actif, beaucoup plus hargneux, hein, beaucoup plus passionné qui va prendre la main, et ça va être terrible pour les élites et le peuple orthodoxe, y compris les futurs Ukrainiens. Parce que la domination lituano-polonaise, ensuite seulement polonaise, elle va durer longtemps, elle va durer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, sur ces terres. Mais il ne faut pas, c'est jamais blanc et noir. Les Polonais méprisent les Ukrainiens. Pour eux, l'Ukrainien, d'ailleurs les Moscovites aussi, mais j'en parlerai, pour eux, la langue ukrainienne, c'est une langue de Picno, vous voyez, hein, ils méprisent les Ukrainiens, ils méprisent leurs prêtres, bon, et ils estiment qu'ils sont attardés. Il y a tout un tas de discriminations qui se mettent en place après l'union de Lublin, donc 1569, fin 16e, tout au long du XVIIe siècle, et jusqu'à la disparition de l'État polonais, le partage de la Pologne, fin 18e, il y en a eu 3 partages. Eh bien, tant que les élites polonaises resteront virulentes et puissantes, elles ne laisseront jamais la main, c'est pas la bonne expression, elles ne laisseront aucune possibilité d'autonomie aux Ukrainiens. Et à telle enseigne, et ça il faut que je vous en dise un mot maintenant, ça va, j'ai encore un petit peu de temps, 1648, oui, j'attendais pas la réponse, 1648, un noble ukrainien cosaque, et je vais vous dire un mot des cosaques, c'est passionnant les cosaques, un noble ukrainien cosaque qui s'appelle Bogdan Khmelnytsky, est terriblement humilié par un grand seigneur polonais, parce qu'il faut bien que vous compreniez que toutes les immenses terres ukrainiennes d'aujourd'hui, elles étaient accaparées par les grands magnats, vous voyez, les grands propriétaires terriens polonais. Bon, alors, petite parenthèse qui a son importance, surtout ici, ces grands seigneurs polonais, et ils possédaient même des villes, hein, c'était considérable, ils possédaient des villes entières d'Ukraine, des villes, des terres, et ils faisaient gérer leurs terres par des intendants juifs. C'est important pour la suite de l'histoire. Intendants juifs. Et donc 1648, Khmelnytsky est terriblement, personnellement humilié par un grand seigneur polonais.
Il lui pique sa femme, le grand seigneur polonais pique la femme de Khmelnytsky, il assassine son fils, et il lui confisque ses terres par la force, parce que c'était la force brute. Hein. Chaque grand seigneur avait sa milice à lui. Khmelnytsky, évidemment outré, et terriblement, il a perdu sa femme quand même, son fils, pardon, oui, sa femme aussi, mais... Et donc, il va rejoindre les Cosaques, il trouve le moyen de les agiter, comme on dit en russe. Hein. Talleyrand disait, agitez le peuple, servez-vous-en. Bon. Et il les agite, et il provoque un soulèvement cosaque. Et les Cosaques se font l'instrument armé, ils sont armés, vous savez, les Cosaques sont des paysans armés, hein, je vous expliquerai d'où ils viennent après. Bon, se font l'instrument armé d'une révolte paysanne et populaire ukrainienne contre la domination polonaise. Ils n'en peuvent plus. Parce qu'en plus, en plus des discriminations religieuses et institutionnelles, il y a l'exploitation pure et simple des paysans ukrainiens par les manias polonais, hein, qui est très dure. Parce que les manias polonais rétablissent le servage. Il n'y a pas que les moscovites qui vont rétablir le servage, il y a aussi les manias polonais, hein, ce qu'on appelle le deuxième servage à l'Est. Donc 1648-1654, révolte ukrainienne populaire et création d'un embryon d'État. C'est important ça pour le sujet. Ça s'appelle l'Hetmanat cosaque. Hein, Hetmanat. Hetman, ça vient de Hauptmann, capitaine en allemand. Bon, c'est le chef cosaque. On dit en russe, enfin en russe, en ukrainien, on dit Ataman. Hein, et l'Ataman, il est élu par ses hommes. Bon. Donc, 1654, il y a 6 ans de révolte. Terrible. Hein. D'un côté, les Cosaques sont cognés par les troupes polonaises, parce que les Polonais sont chez eux, c'est leur terre. Hein. Mais en 1654, Khmelnytsky, désespéré, va convoquer la Rada. La Rada, c'est le nom actuel de l'Assemblée nationale ukrainienne. Là, c'est la Rada de Pereyaslav, en 1654. Il convoque la Rada des Cosaques ukrainiens. Et cette Rada, après moult hésitations, il a aussi pensé, Khmelnytsky, à demander de l'aide et à se mettre sous la protection du sultan, vous voyez, hein, c'était pas joué. Ils vont décider de se mettre dans la main, de demander la protection du tsar de Moscou. Voilà. Alors là, on a un moment, 1654-1667, je vous passe les détails si on n'en sort plus, mais 1667, ça aboutit à un traité, le traité d'Androussovo, où la partie orientale, alors par rapport à vous, donc c'est là, hein, donc la partie orientale, le bien fait comme ça, je ne sais plus par rapport à vous, donc le bien fait comme ça, il y a Kiev, vous voyez où est Kiev, hein, et bien toute la partie orientale et Kiev tombe dans la main de la Moscovie, 1667. Pas la partie occidentale. L'Ukraine occidentale reste sous domination polonaise, et ça je les ai oubliés, mais ils sont toujours là, où le sud reste sous domination tataro-turque. Je n'ai pas tant tout expliquer, il y a encore des Tatars en Crimée. Hein. Bon. Et ils ont un royaume, là, ils ont un Khanat, et ils se mettent sous la protection du sultan turc. Donc vous voyez, c'est très divisé tout ça. Ça c'est la première date, enfin l'autre date importante, 1667, où une partie de l'Ukraine va voir son histoire liée à la Moscovie. Mais les Cosaques vont être la dupe de l'affaire. Ils espéraient, avec le tsar de Moscou, avoir la protection d'un tsar orthodoxe comme eux. Hein, ils sont orthodoxes, n'oubliez pas. Hein. Les Cosaques, c'est en quelque sorte l'élite militaire de l'Ukraine, des Ukrainiens. Et puis garder leur autonomie. Ils avaient tout un tas de droits, d'autonomie, etc. Et puis, taratata, le tsar de Moscou, au bout d'un moment, je passe les étapes, il ne faut plus en entendre parler, jusqu'à Pierre le Grand. Alors Pierre le Grand, c'est l'apothéose. Lui, il va carrément, après avoir bien utilisé les Cosaques, ils s'en est bien servi, ce sont de bons guerriers, les Cosaques, il va carrément supprimer leur autonomie, incendier leur fief. Ils ont un fief dans les boucles du Dniepr, là, toute une ville fortifiée avec femmes, enfants et tout. Pierre ne s'embarrasse pas, il assassine toute la population, il l'a fait assassiner. Et le XVIIIe siècle, avec Pierre le Grand, ce sera celui de la fin des derniers rêves d'autonomie cosaque, donc ukrainienne. Il y a eu un petit embryon d'État qui s'est formé au milieu du XVIIe siècle, qui va durer plusieurs décennies, et petit à petit être écrasé par la puissance moscovite. Et puis même chose du côté polonais. Voilà, donc là, on a les branches continuent à se séparer et à se fortifier, et pour avancer dans l'histoire, et puis parce que j'ai plus beaucoup de temps, il faut nous projeter en 1783. Catherine II, l'armée de l'Empire russe, est à même de battre les Turcs. Et
la Pologne a disparu, est en train de disparaître. Il n'y a plus de Pologne, et les Turcs vont être battus. Donc, la partie occidentale de l'Ukraine va maintenant, avec la Crimée, avec le sud de l'Ukraine, le sud turc, vous suivez encore un tout petit peu, vont basculer dans la main de l'empereur de Saint-Pétersbourg. Merci. Voilà. Ça, c'est l'autre date importante, 1783. Et donc la Crimée, dont on a tant parlé, devient possession d'empire à partir de 1783, comme tout le sud du pays, et Catherine II, qui est allemande, comme vous le savez, je peux en parler de cette impératrice de Saint-Fédération, enfin c'est autre chose, elle fait venir énormément de colons de Hongrie, d'Allemagne, qui fait peupler les steppes quasiment vides de l'Ukraine actuelle. Et quand j'ai voyagé dans les années 90, je suis allé dans 2 villes, tenez-vous bien, sur la Volga, enfin, à 2 pas de la Volga, au sud de Saratov, autour de Saratov, à l'époque, mais je crois que c'est toujours le cas, non, mais c'est toujours le cas, 2 villes qui s'appellent, écoutez bien ça, Marx. Une s'appelle Marx et l'autre s'appelle Engels. Et ce sont des villes allemandes. Alors c'était stupéfiant, j'étais en 92-93, vous seriez cru, c'est un village propre, tout le village russe, c'est toujours dégueulasse, c'est le petit patachok, le petit désordre, mais le village allemand, là, j'ai l'impression d'être pas en Russie, c'est tout propre, des petites fleurs au balcon et tout coquet. Bon. Donc elle fait bien énormément de colons. Et là, l'histoire de l'Ukraine, donc, ça va être l'histoire de l'Empire, 1783, 1917. Et il faut reconnaître qu'à Saint-Pétersbourg, on continue à considérer que l'ukrainien, la langue, est un patois sans intérêt, un peu pecno. Et ce mépris de la langue ukrainienne se traduit dans les institutions, évidemment, dans les interdits. La Bible en ukrainien sera longtemps interdite, par exemple, au XIXe siècle. Et tout mouvement intellectuel de type patriotique à Kiev ou dans les villes ukrainiennes est systématiquement réprimé. Et on arrive comme ça en 1917 avec la Révolution. Alors, contrairement à ce qu'on pense, 1917-1918, énormément de paysans ukrainiens, en 1918, attendez, je m'interromps parce que sinon on ne va pas comprendre. En 1918 se crée à Kiev un gouvernement ukrainien indépendant. Il a proclamé l'indépendance de l'Ukraine. Mais l'agenda du peuple ukrainien, en fait des paysans ukrainiens, c'est la base de la population, c'est pas du tout l'agenda patriotique. L'agenda qui compte pour eux et qui va faire que finalement les bolcheviks vont l'emporter entre 1918 et 1922, la guerre civile, avec beaucoup d'aléas, beaucoup d'hésitations, c'est l'agenda des réformes sociales. Il faut être franc, c'est-à-dire que le peuple ukrainien, vous voyez, il ne met pas sur l'ordre du jour la revendication d'État indépendant, autonome de l'Empire ou de la Russie, ce que vous voulez. Il est séduit par la promesse de réforme sociale immédiate portée par les bolcheviks. Alors il est séduit un temps, puis un autre temps, quand les bolcheviks prennent la main sur certains territoires ukrainiens et appliquent leur méthode, c'est-à-dire les perquisitions et les réquisitions forcées du grain, il déchante. Mais au bout du compte, quand les Blancs prennent la main, c'est presque pire. Donc au bout du compte, le petit peuple paysan ukrainien va trancher dans son comportement, en faveur des réformes sociales promises par le gouvernement bolchevique de Lénine. Et alors, là aussi, je voudrais le dire, parce qu'il ne faut quand même pas non plus trop caricaturer les choses. Il est de bon ton, depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, en Tchéquie, en Ukraine, en Ouzbékistan, où vous voulez, là où, voilà, dans la sphère d'influence soviétique, que ce soit l'Union soviétique proprement dite, ou sur ses protectorats, en Europe de l'Est. Il est de bon ton, dans ces pays-là, je dis, y compris en Ukraine, de considérer que le communisme, on dit communisme, je ne sais pas trop ce que c'est, mais enfin, le communisme a été apporté par les moscovites, les moscavis, en ukrainien, méprisant. Alors, c'est un peu oublié, un peu vite, qu'en Ukraine même, et je viens de le dire, mais je ne peux pas le prouver parce que je n'ai pas le temps, il y avait un soutien populaire des idéaux de la révolution d'octobre, pas forcément des bolcheviks, mais des idéaux d'octobre. Il y a eu tout un mouvement en 1921-1922 en Ukraine,
et en Russie, moscovite, pour dire « Ah bah les bolcheviks, mais vive les soviets !» Et vous voyez, les gens étaient attachés aux idéaux de 1917, mais ils avaient bien compris avec les bolcheviks que ce serait une dictature impitoyable. Donc les gens s'efforçaient de dissocier les deux. C'était un peu utopique, mais c'était comme ça. C'est pour vous dire que non, les élites, les Ukrainiens ont fourni énormément de dirigeants régionaux soviétiques au niveau de toute l'URSS à l'Union soviétique, génération après génération. Donc l'Ukraine a été un vivier de cadres pour le régime soviétique pendant des décennies, y compris, surtout d'ailleurs après Staline, sous Brejnev. Brejnev était russe, mais il avait grandi en Ukraine. Voilà. Donc, le régime soviétique vis-à-vis des Ukrainiens a été, par la suite, après les années révolutionnaires, la guerre civile qui s'est finie en 1922, a été très ambivalent. Tantôt, il appliquait, après tout, les idéaux de Lénine, c'est-à-dire l'empire c'est épouvantable, c'est la prison des peuples, donc on va tenter d'encourager les cultures et les langues locales. Ça a été le cas dans les années 20, un petit peu dans les années 30 sous Staline. C'est revenu ensuite dans les années 60, et puis ensuite, à partir de 72, Brejnev il met le holà. Vous voyez, le pouvoir soviétique a été très ambigu vis-à-vis de cette question, mais de temps en temps, bizarrement, il avait des piqûres de rappel du vieil idéal anti-impérialiste de Lénine et des bolcheviks à l'origine. Je ne sais pas si vous me suivez, parce qu'il faut un peu mieux connaître ce que pensaient Lénine et les bolcheviks. Et puis, à d'autres moments, c'était le contraire, c'était la répression. Ce qui fait que pendant des années, les camps soviétiques ont été peuplés d'énormément d'Ukrainiens. Sous Staline, il y avait énormément d'Ukrainiens nationalistes. Parce que les Ukrainiens exprimaient leur désir d'indépendance dans la lutte contre le régime de Moscou. Et il faut quand même que vous sachiez que jusqu'en 1962, donc vous voyez c'est très tard, 1945-1962, les nationalistes ukrainiens armés, qui avaient plus ou moins combattu pendant la guerre aux côtés des Allemands, en espérant que les Allemands les libéreraient du moustachu de Staline, et ils s'étaient fait des illusions, ils ont été trompés, mais c'est comme ça. Eh bien, ils ont combattu la police politique soviétique, le Staline puis les Khrouchtchev, le NKVD, jusqu'en 1962. Ils ont tenu presque 20 ans dans les forêts, les marécages et les campagnes profondes de l'ouest de l'Ukraine. Donc quand on tient, c'est qu'on a un soutien populaire, vous voyez, dans ces cas-là. Et puis ils ont été brisés à la fin des années 50, au début des années 60. Donc ceci pour dire que cette Ukraine qui aujourd'hui joue son va-tout, je reviens à l'Ukraine d'aujourd'hui, en 2 phrases, et puis on arrête. Enfin, on laisse la place aux questions, je veux dire, je m'arrête moi. Cette Ukraine d'aujourd'hui, ça j'aimerais bien que vous le gardiez en tête, elle joue son existence nationale. Ça, c'est très important, vous le comprenez. C'est plus une histoire d'OTAN, une histoire de géopolitique. Si l'Ukraine, par malheur, est reprise par les Russes, par l'armée russe, elle va subir le sort que subissent les régions actuellement annexées par Moscou, les régions du Donbass, c'est-à-dire une russification à marche forcée. Et donc, il y aura une nouvelle tentative d'écrasement de la langue, de la culture et de toute l'histoire ukrainienne. Ça ne fait aucun doute. Il n'y aura aucun pardon. Parce qu'en réalité, il faut que vous sachiez, la Russie a été prise en main avec Poutine par le FSB, et aujourd'hui, ce qui se joue, c'est la prise en main ou non de l'Ukraine par le FSB. Voilà, c'est ça qui se joue. Donc là l'Ukraine et le peuple ukrainien sont face à un enjeu existentiel. Dans l'histoire de France, pour avoir cet enjeu existentiel, il faut remonter à 1914 et au plan du Reich allemand d'annihiler la France et de la coloniser. Parce que les plans existaient. L'état-major allemand avait des plans de conquête de la France. Pas l'état-major français, il n'y avait pas des plans de conquête de l'Allemagne. C'était pas tout blanc, mais il faut quand même rappeler la réalité. Là, c'est pareil. L'Ukraine joue son existence nationale en tant qu'État. Et, en 2 mots, elle tient. C'est la grande surprise depuis 4 ans. Elle tient. Le peuple tient. Il tient. Alors, tout n'est pas rose, et puis, mesdames, les femmes se battent. Les femmes se battent au front et elles se battent à l'arrière. Il y a moi, je trouve que j'ai un de mes anciens étudiants qui est en poste français, qui est dans l'ambassade de France à
Kiev actuellement. Donc j'ai quelques échos plus précis. Moi, je ne suis pas allé là récemment. Bon, attendez, quand un convoi avec les morts, les victimes du front rentre dans les villes, toute la population s'agenouille. Tous ceux qui sont là, sur les trottoirs, femmes, enfants, vieillards, tout le monde s'agenouille. Donc il y a un esprit de résistance, c'est vraiment, vous savez, là je vais m'engager un petit peu, mais pour moi Zelensky c'est le Churchill d'aujourd'hui. Voilà. Il se trouve que, je ne sais pas si vous savez, mais sans Churchill, l'Angleterre faisait un accord avec Hitler. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Le peuple anglais, tu parles. C'est Churchill qui a fait que son peuple a résisté. C'est le chef. Et Zelensky, il a joué un rôle clé, et il joue un rôle clé. Et là, ce n'était pas attendu par les Russes. Poutine était très mal renseigné. Donc on a ce qui se profile, c'est l'échec de la Russie. Elle a déjà échoué. Les Allemands ont mis 1 an pour conquérir l'Ukraine en 41-42. J'ai vérifié. 1 an. Et c'était une sacrée armée, l'armée allemande. Et en face, il y avait l'armée soviétique. Un peu déboussolée, mais quand même. Là, en 3 ans, ils ont été fichus seulement de conquérir 20% du territoire. Et c'est... Ouais, vous vous rendez compte? Voilà. Donc, moi je considère que Poutine a d'ores et déjà échoué, et qu'il a échoué parce qu'il a la maladie, il est malade de l'hubris impériale. C'est un dictateur, Poutine. Il a été comme beaucoup de dictateurs, il a été très mal informé. Où il a cru ce qu'il a voulu croire. Il a cru que, souvenez-vous, en février 22, il pensait prendre Kiev. En une semaine, les généraux russes avaient fait la même chose que les généraux allemands à Moscou en 41. Les généraux allemands avaient édité déjà des cartons d'invitation pour le cocktail au Kremlin. Ils le voyaient, le Kremlin. Vous savez bien, avec les jumelles, ils étaient à 20 km du Kremlin, les généraux allemands. Les généraux russes ont fait pareil. Ils avaient réservé des tables dans des restaurants de Kiev 4 jours plus tard. Ben voilà. C'est-à-dire que voilà, bon. Donc c'est un grand peuple. On a affaire à un très grand peuple. Et s'il vous plaît, n'allons pas mêler à cela de vieux relents, alors maintenant, avec Trump, on est content, mais d'anti-américanisme ou l'OTAN. L'OTAN n'a jamais eu dans ses plans d'attaquer la Russie poutinienne. C'est de la folie simple, pure. C'est de la folie pure, jamais il y a eu. C'est un délire poutinien, ça. C'est du délire poutinien, pur et simple. Il a réussi à s'en convaincre et à convaincre son peuple. Non, pas chien, mais moi j'étais sans arrêt en Russie dans les années 2000, 2010. C'était dans les colloques, etc. Ça se passait très bien. Et il a réussi en 15 ans à réempoisonner son peuple. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est terrifiant ce qui se passe actuellement dans les écoles russes, dans les collèges. Pas d'Ukraine manger pour se protéger de l'OTAN. Pardon? Pas d'Ukraine manger pour se protéger de l'OTAN. Non, mais c'était son interprétation, c'était que l'OTAN allait attaquer. Mais c'est son interprétation. Son idée fixe. C'est comme ça qu'il a justifié aux yeux de son peuple, mais pas seulement la guerre de 2022, mais aussi l'agenda de 2014. Et en ayant une lecture de l'histoire des deux pays qui lui était propre. Oui, et il s'est improvisé historien, ce qui n'est pas du tout. Donc il a fait bondir ses propres historiens et les historiens des autres pays, les spécialistes de la Russie. Et il y a une deuxième chose qu'on ne voit pas assez ici, c'est que la guerre a commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée et le début des hostilités dans le Donbass. Bon, d'accord. Mais 2014, ça correspond aussi à un agenda interne à la Russie. Ce n'est pas seulement des questions de géopolitique et de menaces de l'OTAN, du point de vue de Poutine. C'est aussi que lui, il commençait à être confronté au réveil de sa population. Il avait eu droit en 2012-2011, j'étais à Moscou en 2011-2012, j'ai même été rapidement interviewé par Alban Mikosi pour la deuxième chaîne, fin 2011. Il avait été confronté à des premières manifestations populaires dans Moscou et dans Saint-Pétersbourg et quelques autres grandes villes, et de pas n'importe qui. Ce n'étaient pas les ouvriers, ce n'étaient pas les retraités qui manifestaient, c'était sa génération à lui, la génération Poutine. C'est ceux qui avaient grandi, qui étaient devenus adultes sous son règne. Et il disait, attendez, stop, vous fichez de nous, vous allez triturer les élections législatives, on ne veut pas de ça.
Et le 2012, hein, et un an et demi plus tard, il appuyait sur le bouton nationaliste. Alors, vous savez, en Russie, c'est très simple. Hein. Si vous voulez distraire le peuple, vous appuyez sur le bouton nationaliste. Et ça marche tout de suite. Tout de suite. Il y a quelque chose qui couvre là, qui couvait depuis longtemps. Hein. Le vieux ressentiment de l'effondrement de l'Empire soviétique, et paf, il rallume ça. Hein, et ça a marché. Ça a été l'enthousiasme populaire. L'annexion de la Crimée. Oh là là. Mais c'est une annexion. C'est du vol. C'est de la rapine internationale. Que ce soit l'une ou l'autre, il y en a d'autres maintenant sur les rangs. Hein, on voit bien qui c'est. Et donc, ça correspond à un agenda interne. Et il a fait gagner à son régime, donc, combien on est en 2026, 12 ans. On va voir pour la suite. Voilà, on va prendre les questions. Merci pour votre attention. Je sais pas si Merci infiniment, cher monsieur le professeur. C'est un cours magistral, leçon d'histoire. L'histoire continue, l'histoire est en marche. Merci de nous avoir éclairé effectivement sur cette partie du globe qui était en effervescence, qui est une poudrière. D'abord, deux grands leaders, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Grâce à vous, on a pu effectivement vérifier que l'Ukraine n'est pas la Russie, que les Ukrainiens ne sont pas des Russes, comme les Italiens ne sont pas des Français. Je rappelle que vous êtes l'un des rares occidentaux à avoir si longtemps et si souvent vécu en Union soviétique puis en Russie. On va vous laisser souffler et on va ouvrir le débat avec vous, cher public. Vous avez sûrement des questions, des interventions. Je vous demanderai d'être court, puisque vous êtes nombreux, à l'endroit de notre université. Madame. Vous voulez bien vous rapprocher? Je pense que notre conférencier vous entend, mais comme on filme... Ça ne marche pas celui-là? Ah oui, C'est une question légère. Est-ce que vous conseillez le film Le Mage d'Ukraine? Ah, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas encore eu le temps de le voir, j'étais en déplacement là, et donc je peux rien en... Je ne peux pas vous en parler de ce film parce que je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas lu non plus le livre. Je sais, si je ne me trompe pas, qu'il est consacré, le héros principal et un des conseillers de Poutine, nommé Surkov, qui joue un rôle depuis 20 ans à peu près auprès du président russe, un rôle à éclipse. On sait jamais bien quel est le rôle des conseillers, mais c'est un de ceux qui a élaboré la théorie de la démocratie souveraine, une théorie des élites moscovites depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire que notre démocratie, c'est pas une démocratie, notre pays est démocratique, disent ces élites, disent Surkov, mais c'est une démocratie souveraine, c'est-à-dire qu'on veut être maître chez nous, c'est-à-dire qu'en fait, on veut faire ce qu'on veut avec notre peuple et que personne n'aille y mettre le nez. Hein, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de fermer au maximum, et c'est l'un des buts internes de la guerre de 2022, elle a permis au régime de reprendre la main sur le pays et de supprimer, entre parenthèses, j'ai pas eu le temps de le dire, les derniers organes de presse libre. Hein, dès l'automne 2021, donc avant la guerre, puisque l'association Mémorial a été interdite à l'automne 2021, donc vous voyez de façon presque, c'est pas prémonitoire, mais ça annonçait autre chose. Et au printemps 2022, dès l'attaque frontale sur l'Ukraine, le régime fermait les derniers organes de presse que les Russes pouvaient lire sur Internet ou en version papier, en particulier le site de la Novaya Gazeta, c'est la nouvelle gazette en russe, qui est un des meilleurs papiers, un des meilleurs journaux, et qui reste d'ailleurs un des meilleurs journaux d'information sur la Russie. Mais sur le match du Kremlin, je ne peux pas vous en dire. Je rentre à Paris dans 2 jours. En fait, j'ai beaucoup déplacé depuis 1 mois et demi, et je vais aller le voir la semaine prochaine. Donc, voilà. D'autres questions? D'autres questions? Le Lodoma, Madame, oui. Le Lodoma dont vous avez parlé. Oui. Alors, la grande famille de 32-33, disons franchement, la propagande de l'État ukrainien et disons les élites ukrainiennes, et puis d'autres, avancent des chiffres faramineux de à peu près 6 à 10 millions de morts ukrainiens.
et affirme que Staline poursuivait comme objectif d'écraser en particulier la paysannerie ukrainienne pour se venger de son esprit d'indépendance qui avait été le sien dans les années révolutionnaires 1918-1921. Ça n'a aucun fondement historique. La réalité, je suis désolé, c'est sordide, hein, mais ce sont des chiffres. Les seuls chiffres valables scientifiquement pour les victimes de la famine de 32-33, dans toute l'Union soviétique, pas seulement en Ukraine, ce sont les chiffres fournis par les actes d'état civil, hein, qui ont comptabilisé de façon extrêmement sérieuse partout tous les morts. Et on a un pic de mortalité absolument évident en 1932 et 1933. Alors, de mémoire, je m'affiche ici, mais de mémoire, la fourchette de chiffres sérieux pour uniquement l'Ukraine, c'est 1,5 million, 2 millions de morts, la fourchette. 1,5 million, 2 millions de morts. Et pour toute l'Union soviétique, c'est à peu près 3 millions de morts. Parce que figurez-vous, ce qui ne tient pas dans le raisonnement, et je suis désolé, mais un des grands chercheurs français là-dessus a repris cette thèse-là, ce qui ne tient pas dans ce raisonnement-là, c'est-à-dire le raisonnement qui consiste à dire que le régime Staline voulait punir précisément les Ukrainiens, le peuple ukrainien, c'est que, voyez-vous, il y a d'autres régions, ma fiche n'est pas loin, je fais la liste des régions russes, soviétiques, qui ont été victimes de la famine, et qui n'étaient pas du tout des régions concernées par les révoltes paysannes anti-bolcheviques de 1920-1921. Vous me suivez? Il y en a d'autres. Il y a le Caucase du Nord, le cours de la Volga moyenne, le Kazakhstan. Le Kazakhstan, les paysans kazakhs, ils ne se sont pas révoltés en 1920-21 contre Lénine, pas du tout. Hein. Il y a la région de Tambov, donc au cœur du pays, qui en 1921 a vu une formidable insurrection paysanne contre la politique bolchevique. 40 000 hommes sous les armes, traités au napalm par l'armée rouge, entre parenthèses, avec les premiers camps de concentration pour la population russe paysanne. Eh bien, la région de Tambov, elle n'a pas été touchée par la famine en 32-33. Vous me suivez? Donc, cette famine, ce n'était pas pour punir les uns et les autres. Et puis, dès qu'il y a eu du blé disponible, en 34-35, dès que ça a été possible, à la demande des autorités ukrainiennes soviétiques, Staline a dit, bon d'accord, allez, envoyez-leur du blé pour atténuer un peu la situation. Je ne suis pas du tout en train de vous justifier ni Staline, ni ses sbires, c'est pas ça du tout. Mais soyons sérieux. Là, on a un exemple typique de surévaluation de propagande. Mais j'ai presque honte de le dire là, parce que, je le répète, l'Ukraine est en guerre. Alors, on peut lui pardonner certaines outrances. Mais 1 500 000 morts, c'est déjà énorme. Allez, même 2 millions. Et puis 1 500 000 du côté des autres régions de Russie. Je ne vais pas vous prendre du temps, mais j'ai la liste exacte sous la main. Donc on arrive à 3 millions. C'est déjà gigantesque. Gigantesque. Mais on ne peut pas prouver l'intention punitive de la part de Staline. Ce n'est pas historiquement défendable. Vous voyez ce que je veux dire? Une autre question. Attendez, en une phrase, c'est important comme question, madame, merci. Provoqué par quoi? Parce que, et ça c'est aussi très important, en avril 1929, les dirigeants soviétiques, le comité central du Parti communiste, décident de faire passer la paysannerie soviétique toute entière à hauteur de, je sais pas loin, à hauteur de 16% à peu près dans les kolkhozes. En avril 29, 16%, c'est pas énorme. Il ne s'agit pas d'une collectivisation forcée. Le pays a d'urgence besoin de blé, parce que le blé, c'est la seule devise exportable du pays. C'est comme ça que ce pays peut payer les machines-outils qu'il achète en Occident, aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Angleterre. Le blé, c'est la monnaie d'échange. Donc il faut du blé. On va aller chercher là où il est. Bon, mais de façon raisonnable. On est en avril 29. En janvier 30, le comité central du parti décide d'accélérer et de passer à une collectivisation d'urgence. Donc, on n'est plus à 16, on va passer à 34%, et puis on estime qu'un an plus tard, donc janvier 30, printemps 31, tout le pays doit être collectivisé. Toute la paysannerie doit être forcée dans les kolkhozes. Qu'est-ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, entre avril 29 et janvier 30? Pas en Russie soviétique.
le krach de New York, le krach boursier de novembre, octobre 1929. En quelques jours, la cote du blé sur les marchés internationaux diminue de moitié. Donc en quelques jours, Staline a perdu la moitié des devises qu'il escomptait pour financer ses machines-outils. Et les machines-outils, les usines, elles sont en train d'être construites. Donc ils vont être obligés, les autorités soviétiques, d'abandonner la moitié des chantiers pour privilégier les plus importants, parce que les machines sont en route, elles sont déjà commandées. Il faut payer. Il faut payer les industriels occidentaux, les capitalistes occidentaux, comme il dirait lui. Hein, les architectes qui viennent travailler chez lui aussi, pour construire. Il y a tout à faire dans ce pays, il est ruiné. Bon, donc la cotisation va être accélérée. Et la paysannerie va en faire les frais. Parce qu'il faut aller chercher le blé là où il est. Les paysans ne veulent pas vendre le blé. Ils ont du blé, partout. Mais ils le retiennent parce que les prix proposés par l'État sont très bas. L'État achète à bas prix le blé aux paysans pour le revendre en devises, vous suivez, hein, sur les marchés internationaux. Et Staline, figurez-vous, pendant ces semaines-là, de fin novembre, décembre 29 et début 30, il se transforme, comment on pourrait dire ça, en, comment on appelle les types qui bossent avec la bourse là, enfin pas boursicoteur, mais entraîneur. Il se transforme en trader. Il est là à l'affût de la moindre variation du prix du blé parce qu'il faut absolument gagner des devises pour payer les banquiers, les industriels occidentaux. Vous voyez, à nouveau, c'est un type cruel et tout, d'accord. Mais là, ce qui se joue, et mes amis russes m'ont toujours dit ça, ils continuent à me le dire, ce qui se joue, c'est l'existence nationale de la Russie. Sans industrie, elle va être mangée par les voisins. Il y a un voisin qui se prépare à l'ouest, en 1932, c'est qui? L'Allemagne. L'Allemagne. Et la Russie a pu avoir des tanks qui tenaient la route face au Panzer allemand en 1942, parce qu'elle a fait cet effort-là. Et cet effort, il est atroce. Mes amis avaient des grands-parents, mes amis moscovites avaient des grands-parents dans l'Oural, ils vivaient dans des gourbilles sous la terre. Dans l'Oural, vous vous rendez compte? Pour construire les hauts fourneaux de l'industrialisation. Vous voyez comme c'est compliqué tout ça, hein? Qu'est-ce qui se serait passé si la Russie était restée une puissance rurale en 1941? Vous imaginez le tableau? Ils auraient été occupés par l'Allemagne, soumis au régime d'Hitler, donc la moitié de la population transformée en esclaves, Moscou rasé. Hitler voulait raser Moscou et en faire un lac. Hein? En faire un lac. Et nous, on y serait passé à casserole aussi, puisqu'on n'aurait pas eu Stalingrad. Vous voyez? On n'aurait pas eu non plus les Américains. Les Américains, ce serait, comme les Anglais voulaient le faire sans Churchill, ils se seraient très bien entendus avec Hitler. Aucun problème. Business, business. Hein? Oui. Dernière question pour Philippe Comte, monsieur. Bonsoir. Roger, je crois, après, une question? Oui. Donc, deux dernières questions, monsieur et Roger. Vous avez une voix qui porte? Je vais essayer. Oh, oui. Donc, je voulais savoir s'il y avait des éléments aujourd'hui concernant la capacité pour la Russie à continuer d'un point de vue économique et financier une guerre qui devait être rapide et en fait qui dure, et l'urgence ou pas pour la Russie à signer un traité de paix avec l'Ukraine. Alors, c'est une très bonne question, merci. Je vais essayer d'être bref. La Russie peut continuer la guerre pendant longtemps, on ne sait pas combien de temps, dans la mesure où Poutine et ses élites se fichent complètement de la vie de la population. Elle n'a pas droit au chapitre. Il n'est pas évident qu'elle prenne voix au chapitre en manifestant parce que c'est pas facile, c'est dangereux. La peur est revenue en Russie, il faut quand même que vous le sachiez, la peur est revenue. Bon, on arrête des adolescents de 15 ans parce qu'ils sont allés, ils prennent 4 ou 5 ans de prison parce qu'ils sont allés fureter sur des sites anarchistes, vous savez, les adolescents, et dans les sites anarchistes qui restent, ne sont pas fermés ou étrangers. Bon, donc, le mépris du peuple, donc le peuple il compte pas. Hein. Même s'il se révolte, les révoltes sont. Le pays est tellement immense, les révoltes peuvent être sporadiques, elles seront matées ici et là, à l'iranienne. Hein. Bon, en gros. Hein. Bon. Sur le plan économique et financier, oui, là ça commence à faire mal. Mais ils finissent de manger le gras qu'ils ont accumulé pendant 20 ans. Vous voyez, entre 2000, hein, même un peu avant, grâce à Yeltsin, entre parenthèses, et jusqu'en 2014, c'est pas 20 ans, c'est 15 ans, ils ont fait du gras, beaucoup de gras.
Alors là, ils prennent sur le gras, ils ne sont pas encore à l'os. Mais l'os, je répète, le peuple, peu importe. Ce qui va compter, c'est la lassitude des élites et la lassitude des généraux. Et on a assez peu d'informations, mais on sait qu'à l'intérieur de l'élite, des élites russes, la lassitude, c'est déjà depuis longtemps fait jour. Oui. Donc, si Poutine commet l'erreur, un scénario possible, l'erreur de rapprocher sa main du bouton nucléaire, il sera immédiatement arrêté et ils nous le livreront. Il ira finir dans une prison là, on a toutes les preuves, tout un criminel de guerre. Bon. Hein. Et en échange, ils demanderont l'immunité pour eux. C'est un truc classique, mais il faudra le faire. Bon, je crois qu'il a compris qu'il ne fallait pas que sa main se rapproche du bouton nucléaire, même tactique. Bon, donc, il faut voir un autre scénario. Mais la Russie peut tenir. Oui, économiquement, elle souffrira, mais vous savez, ils sont malins. Depuis 4 ans, ils ont fait affaire avec les Turcs. Les Turcs se font des fortunes avec. Ils remplacent les produits turcs par les produits occidentaux par les produits turcs, chinois, coréens. Ils se débrouillent. C'est le règne de la grande magouille. Poutine a fait savoir à ses grands patrons, aux patrons russes, dès l'attaque, qu'ils avaient carte blanche pour mettre en place des réseaux de substitution, même avant d'ailleurs. Donc, on verra. Je compte, moi, beaucoup plus, pas sur le peuple, qui est prudent, et qui a raison d'être prudent, parce que la répression serait très dure. Je compte sur les dissensions au sein de l'élite. Mais ça, pour l'instant, je n'ai aucune preuve. Ce sont des suppositions. On sait déjà depuis le départ que certains grands patrons étaient contre la guerre. On sait même que certains hauts fonctionnaires de l'État étaient contre, mais ils se sont inclinés. Vous savez, il y a eu cette fameuse scène absolument atroce, mafieuse. Poutine, c'est un mafieux, il vient de la mafia. Hein. Bon, enfin, de la mafia, du KGB et de la mafia. Mais cette scène typique des mafias où on lie les gens par le sang. Hein. Donc là, c'était le Conseil de sécurité qui était réuni quelques jours avant l'attaque, et où il les a. C'était du cinéma, mais c'était pour les humilier et les lier par le sang. Et ils se sont tous inclinés. Certains découvraient que l'attaque avait lieu en 3 jours. Alors on ne sait pas. Non, mais c'est. En même temps, moi j'ai vécu l'effondrement de l'Union soviétique. Vous voyez, je vais contredire mon propre propos. Cet État s'est effondré en quelques jours. On ne sait pas ce que c'est, nous, que les Français, que l'effondrement d'un État. Mais les Russes l'ont connu 2 fois, 1917 et 1991. Et j'avais. Non, ça je ne peux pas le dire, parce que c'est public ça. Mais bref, je connais quelqu'un, une collègue d'origine ukrainienne, qui a été traumatisée elle avait 15 ans en 91, par l'effondrement des structures d'État et de la sécurité dans son Ukraine natale, l'Ukraine de l'Ouest. Et elle est restée jusqu'à présent. Oui, alors qu'elle est installée en France depuis moins de 30 ans. Hein. Donc on ne sait pas ce que c'est, moi je peux vous le dire, hein, c'est impressionnant, j'y étais, oui. Les élites disparaissent. Vous savez, vous êtes à Montpellier, puis il n'y a plus ni maire, ni général de la police, commandant de la police, ni commandant des forces de sécurité, ni général d'armée, ni procureur, ni juge. Les types, ils sont tous dans la cabane au fin fond de la forêt. Alors ici, je ne sais pas ce que ça devrait être, c'est pas une forêt, là, Montpellier, mais au fin fond de la forêt russe, au bord d'une rivière, avec des cannes à pêche, des bouteilles de vodka, quelques putes aussi, c'est pas mal, et puis voilà, et puis on disparaît. Et on disparaît. Entre potes de l'élite locale. C'est ça qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on a vu dans les rues russes émerger tout de suite, évidemment, les truands. On va prendre une dernière question avec Roger. Une des nombreuses conséquences de ce conflit, ça a été la multiplication des tentatives d'ingérence ou des ingérences, pas que des tentatives, dans les pays occidentaux et en France en particulier, notamment à travers des cyberattaques, etc. Donc, quelle est la lecture que vous faites de ce phénomène? Est-ce que ça va se renforcer, s'accélérer et quelle est la stratégie que doivent déployer les pays occidentaux pour contrer ces délits d'ingérence? Alors, merci monsieur. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais l'agressivité de la Russie vis-à-vis de la France en particulier, et de l'Union européenne, elle
France est devenue un État inamical, officiellement. Et vous la connaissez comme moi, enfin, toute cette gamme d'agressions non visibles pour nous, mais bien réelles, et puis provocations dans nos rues, des mains sous le nez, des mains rouges sur des mémoriaux, etc., les cercueils au pied de la Tour Eiffel. Il faut nous mettre en tête que, je répète, le but de guerre de Poutine, c'est d'humilier l'Occident et de le remettre à sa place. Donc lui, il nous considère comme des ennemis et il a entamé une vaste campagne militaro-secrète, de services secrets, contre nos sociétés. Le fait qu'ils s'en prennent à l'Ukraine n'est pas non plus un hasard, parce que l'Ukraine, c'était la tentative de Slaves de l'Est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prendre un autre chemin, le chemin d'une société plus ouverte, un peu plus démocratique, pas forcément mal corrompue, mais ça, la corruption, voilà, ça se règle avec un petit peu avec le temps, puis quelques mesures énergiques aussi de temps en temps, mais c'est pas facile. Mais un autre chemin, donc c'était à ses portes, c'était donner un autre exemple d'un peuple très très proche, qui pour une grande partie de lui parle le russe d'ailleurs, et c'était donner un mauvais exemple aussi. C'était un exemple contagieux, parce qu'il ne faut pas oublier que Poutine déteste la vie d'un peuple libre et démocratique. Il y a ça aussi, il y a cette composante-là quand même. Il a enfourché une idéologie alors qui séduit certains naïfs ici et là dans nos sociétés et en Amérique du Sud et ailleurs. C'est l'idéologie de la soi-disant défense des valeurs traditionnelles. Mais c'est une plaisanterie. Dans son palais présidentiel sur les bords de la mer Noire, construit par ses propres oligarques, il y a un pole dance. Il y a un pole dance au milieu du palais de Poutine à. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je m'en m'échappe, c'est un nom local. Au bord de la mer Noire. Un pole dance, vous voyez ça? Un type qui dit à la face de l'Occident, il nous dit à nous, mais que de fois je l'ai entendu, même en 2018, mes derniers colloques en Russie, colloques universitaires, il y a toujours des petites secrétaires, et puis on boit un verre, c'était pas destiné à moi, mais j'ai entendu, c'était déjà dans l'air, et puissamment, en Europe, vous allez comprendre ce que je veux dire, en Europe, il n'y a plus d'hommes. Voilà. C'est ça. Et alors qu'il y a plusieurs hauts dirigeants de l'État russe qui sont homosexuels. Je pourrais vous en citer deux. Le président de la Duma et le chef de l'administration présidentielle, Kirienko. Voilà. Mais tout ça, c'est comment dirais-je, c'est le drapeau pour justifier la campagne. Mais c'est bidon. C'est bidon. Alors, depuis 30 ans, on le voit s'afficher avec le patriarche et puis ceci à l'église tous les 3 jours. Mais dans mon livre, je cite la scène là. Il avait 46 ans, il faudrait calculer 96, il est de 50 en réalité. En 96, j'ai la preuve qu'il a été emmené pour la première fois, il a 46 ans, il était déjà haut fonctionnaire de Saint-Pétersbourg, et il allait passer à Moscou. Il a été emmené pour la première fois dans une messe de Pâques par son ami oligarque Pugatchov, qui a fui à Paris. Il a été dépossédé parce que c'est une mafia qui est au pouvoir. Ils dépossèdent qui ils veulent, qui n'est pas soumis. Ils sont de très grands patrons milliardaires. Ça, j'ai pas le temps d'en parler, c'est pas l'Ukraine, c'est la Russie. Mais donc, Pugatchov raconte qu'il a emmené en 96 Poutine, par hasard, ils étaient en 4x4, ils circulaient, ils avisent une église pleine, c'était la Pâques, la grande fête, et Pugatchov dit, bien, on va voir. Poutine n'avait jamais mis les pieds dans une église. Il sort de là, il sait ce qu'il dit à Pugatchov. Il lui dit, oh là là, dis donc, avec une église pareille, c'est pas la peine d'avoir un parti communiste, un parti dominant ou un comité central. C'est-à-dire, ça c'est bon pour tenir le peuple. Et puis je pourrais vous raconter, j'ai le temps de raconter une petite anecdote très vivante, bref, ça provient justement, il reçoit Schröder à Moscou, il l'emmène dans le haut lieu de l'église de la spiritualité russe, orthodoxe, c'est-à-dire Sergueï Passat, aujourd'hui ça s'appelle comme ça, avant on disait Zagorsk, à 70 km au nord-est de Moscou, vers Saint-Pétersbourg, il y a là un immense monastère, la Trinité Saint-Serge, la laure de la Trinité Saint-Serge. C'est le haut lieu de la spiritualité orthodoxe russe. Et là, il y a le patriarche qui est là aussi, qui va venir. Donc la foule immense de toute la région s'est concentrée, le monastère est littéralement envahi par la foule,
Et les policiers, puis il y a une sorte d'enthousiasme, le patriarche arrive, il y a le président Poutine, il y a Schröder qui est là, ou je ne sais plus quel dirigeant allemand, enfin bref. Et la foule rompt les cordons de police. Et il est là avec son ami Pugatchev, il est toujours là, Pugatchev, c'est encore un ami proche à côté de lui. C'est lui qui raconte ça, Pugatchev. Et la foule rompt les cordons de police, donc les policiers se mettent à tabasser, mais solidement, hein. La foule d'humbles russes, même paysannes, avec leurs fichus, vous savez, et paysans, et pas paysans, du tout, qui sont là. Et il se tourne vers Pugatchev et lui dit, tu me baratines, toi tu me baratines avec tes valeurs démocratiques, mais t'as rien compris. Regarde, le peuple russe, moi je sais très bien ce qu'il lui faut. Hein. On les tabasse comme plâtre et il me baise la main. Hein? On les tabasse comme plâtre et il me baise la main. Voilà. C'est une élite cynique aussi. Voilà. Merci pour votre attention. Merci, cher monsieur le professeur. On va se retrouver dans 7 jours, dans cette belle salle, à 18h30, avec le grand rabbin Moshe Levy, qui est rabbin de la synagogue Henri Chili du Rassi, qui porte le nom du premier rabbin de la communauté juive de Montpellier depuis l'époque médiévale et qui a joué un rôle important dans le sauvetage des Juifs à Montpellier pendant la Shoah. En écho à la présentation des actes du colloque Judaïsme, il présenterait une communication sur la fraternité retrouvée entre catholiques et juifs, après un tournant théologique et anthropologique, puis le 10 février. Je vous présente rapidement le programme du mois de février. Nous recevrons le docteur Richard Frasquier, qui a été président du comité français de la chaîne et du CRIF, et nous le questionnerons sur le CRIF, son passage au Conseil représentatif des institutions juives de France, sur la situation actuelle des Juifs en France, la montée de l'antisémitisme, Israël, l'Iran. Donc ça, c'est le 10 février. Et pour clôturer ce mois de février qui est court, mais qui est dense, en tout cas pour nous, mégoïdiens, nous recevrons une jeune chercheuse de Toulouse, doctorante en histoire pour nous traiter de la Shoah. Non pas à Montpellier, ça je le ferai au mois de mai, mais de la Shoah à l'ouest de la région, dans le Midi toulousain. Voilà, vous en saurez plus sur notre site internet iumat.fr, que l'on a remis à jour grâce à Roger Torgeman. Actuellement, vous pouvez y accéder en tapant iumat.fr et bientôt juste iumat, ça suffira, et vous aurez toute la programmation, et puis sinon vous pouvez acquérir cette brochure. Merci encore à Philippe Comte, à Sandy Tournier, et donc rendez-vous à lundi à 18h30 ici. Merci. J'ai oublié de vous signaler ce petit livre pour compléter mon propos de ma collègue Anna Colin-Lebedev en ligne de poche, Jamais frère, point d'interrogation, sur l'Ukraine-Russie, mais moi j'ai parlé d'histoire ancienne, elle se consacre à la période 1991-2025 à peu près, 2024, il a un an, il est sorti il y a un an. Jamais frère de Anna Colin-Lebedev, un très bon petit bouquin.